Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le Premier ministre a reçu en audience ce dimanche la ministre marocaine de l'Environnement. Le chef du gouvernement et la ministre marocaine ont passé en revue les questions environnementales axées sur l'organisation de la COP22 au Maroc. À la page santé, le bec de lièvre est une maladie non transmissible mais connue par plusieurs Guinéens. Cependant, cette pathologie qui entraîne la malformation de la lèvre supérieure chez les patients est un véritable problème de santé. Les rideaux sont tombés sur le premier salon des ciseaux en Guinée. Durant 2 jours, les professionnels de la couture ont démontré leur talent à travers l'exposition de la mode guinéenne. Bonsoir à tous. La COP de Marrakech, comme vous le savez, le Maroc abritera cette grande rencontre sur le changement climatique. À la veille de cette 22e conférence, le Premier ministre, chef du gouvernement, et la ministre marocaine de l'Environnement, émissaire de Sa Majesté, Roi Mohamed VI, ont eu un entretien d'information sur les questions environnementales. Ousmane Abangoura pour le point. Ici, par le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie des ministres guinéens de l'Agriculture et de l'Environnement, Madame Hakima El Haïta est ministre déléguée auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement du Maroc. Elle est porteuse de messages de Sa Majesté le roi Mohamed VI à son frère de Guinée, professeur Alpha Condé. L'émissaire du roi Mohamed VI et Mamadi Youla ont passé en revue les questions environnementales. Saluer le leadership du président Alpha Condé qui a su montrer à Paris qu'il a su unifier la voix de l'Afrique, unifier les positions pour qu'on puisse aujourd'hui avoir une initiative qui va éclairer l'Afrique. Éclairer l'Afrique, c'est lui apporter le développement. Éclairer l'Afrique, c'est lutter contre la ségrégation sociale. Éclairer l'Afrique, c'est pouvoir l'industrialiser, trouver des emplois pour ces jeunes. Éclairer l'Afrique, c'est pouvoir également stabiliser la population de nos jeunes qui migrent faute d'emploi. Et donc la cause portée par son Excellence le président Alpha Condé nous fédère tous, nous Africains, et en tant qu'émissaire de Sa Majesté le Roi, j'apporte un message de soutien à cette initiative et de support, et j'espère que cette initiative verra le jour sous le leadership de Monsieur le Président Alpha Condé et avec le portage et le parrainage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'Afrique reçoit la COP22 cette année à travers le Maroc. La sécurité alimentaire et l'électrification de ce continent sont déjà dans l'agenda. C'est pourquoi l'idée de partager les expériences sur la croissance verte est appréciée par les autorités guinéennes. Vous savez que l'agriculture est la grande priorité continentale, car vous savez que les changements climatiques touchent cette activité de plein fouet. Nous la vivons, nous la subissons, et il est temps que à la fois l'Afrique soit éclairée pour aller vers une économie durable, mais aussi que l'Afrique pense à nourrir l'Afrique. Cette année, je pense que nous avons tiré les leçons de la COP21 et on s'est dit qu'il fallait, la première des choses que nous avons réalisées, c'était l'obtention de notre site pour le stand. Le Premier ministre Mamadi Youla a, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pris l'engagement dans le cadre de la promotion et du développement des actions environnementales. Il faut savoir que le chef de l'État a joué un rôle de premier plan pour porter une initiative en faveur de l'Afrique, une initiative concernant l'électrification de l'Afrique. Le chef de l'État, d'ailleurs celui qui, au nom de l'ensemble de ses pairs chefs d'État du continent, porte cette initiative. Et aujourd'hui, les organisateurs de la COP22 souhaitent ardemment que le chef de l'État, lors de cette COP22, vienne porter cette initiative qui fasse partie des faits majeurs de la 22e conférence des partis.
Une usine de confection des tenues pour la police et l'armée sera implantée en Guinée. Les responsables de Sur International et une société turque viennent de présenter le projet et sa mise en œuvre aux autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Maurice Sidibé et Makemedozo au reportage. Le projet de construction d'une usine de confection des tenues pour les services de défense et de sécurité avance progressivement. À Conakry, les responsables de la société turque SOR International présentent le projet. L'usine pourrait être opérationnelle à l'espace de 6 mois. Nous sommes là aussi pour un projet de production de textiles pour fabriquer une usine de textiles, surtout au niveau uniforme et aussi textile armé et pour la police. Si tout va bien, dans quelques mois, nous allons commencer notre projet. Et dans 6 mois, nous allons réaliser ce projet-là et nous allons habiller tous en même temps, l'armée, la police. Nous prévenons à peu près entre 700 et 1000 personnes employées pour juste la fabrication, donc la construction de l'usine. J'ai travaillé avec la police des années, avec l'armée des années, connaissant les besoins de la police et de l'armée. Je me suis dit que mettre une usine de confection en Guinée, ça sera un grand soulagement des 2 départements. Et en plus, le 3e département, c'est le ministère des Finances qui ne va plus chercher des devises pour acheter des tenues. Au-delà de la fourniture des tenues pour la police et l'armée, la société turque SOR International entend produire aussi des tenues scolaires pour les élèves guinéens. Aujourd'hui, que nous ayons une société qui vient s'intéresser au problème de l'habillement des forces de sécurité et de défense, nous pensons que c'est vraiment un motif de satisfaction. Et c'est pourquoi nous sommes inscrits dans la dynamique de mettre tout en œuvre pour que ce projet réussisse pour le bonheur des populations de ce pays. Ça ne se limitera même pas à la police, il l'a dit, on ira même au niveau d'autres secteurs où on a besoin de tenues. Mais pour le moment, il faut que cette expérience avec les forces de défense et de sécurité aboutisse. Dans la 2e phase du projet, une installation intégrée sera mise en place par SOR International sur une durée de 5 ans. Cela pour le traitement et le tissage du coton sur place. L'initiative va permettre également d'augmenter le nombre de producteurs de coton dans le pays. Un détour à l'intérieur du pays, la base régionale de service national d'aménagement des points d'eau SNAP de Zérékoré a été remise provisoirement aux autorités locales. C'est un geste de l'Union européenne à travers le projet d'appui au service public de l'eau. Cette direction servira de supervision pour la mise en œuvre du projet au bénéfice des populations. Mohamed Lamine Camara. Le gouvernement continue de développer sa stratégie de fourniture d'eau potable en milieu rural et urbain. À travers le projet d'appui au service public de l'eau, des bases régionales du service national des points d'eau sont en cours de réalisation. La région des Zérékoré a désormais sa direction. Ce bâtiment entièrement réhabilité sur financement du 10e Fonds européen de développement va servir de supervision de la mise en œuvre du service public de l'eau dans la région forestière. Cette base régionale était en ruine, mais aujourd'hui, grâce à la coopération entre le gouvernement guinéen et l'Union européenne, cette base est devenue un bijou comme vous le voyez. Donc nous sommes très satisfaits de ce qui s'est fait dans le cadre de l'arrivation de ces bases-là. Les travaux de réhabilitation de cette base régionale s'élèvent à plus d'1 milliard de francs guinéens. Le bâtiment est composé d'un bloc administratif, le logement du directeur et les locaux du service. Pour la mission conjointe, il y a de quoi se réjouir. C'est un des éléments du programme pour donner les moyens nécessaires au SNAP dans la région pour pouvoir intervenir comme il faut. Comme je dis, c'est un moyen. Le plus important, c'est l'impact définitif en termes d'amélioration en eau potable. Il y a 14 adductions d'eau potable qui vont être réalisées dans différentes localités, en Zérékoré et Kankan. L'appel que nous lançons, c'est celui de la maintenance de ces infrastructures. C'est très beau aujourd'hui ce qui est sous nos yeux. Nous souhaitons que cela ne soit demain un souvenir triste parce qu'entre-temps, on aura manqué d'apporter les soins nécessaires à ces infrastructures.
Ce projet dispose de 7 bases régionales, dont celle de Kankan qui est encore en phase d'exécution. Ces différentes stations ont bénéficié avec l'appui de l'Union européenne des équipements d'analyse permettant de faire un suivi effectif de la qualité de l'eau. Toujours dans le pays profond, les populations de Tougué et d'Ingiraye nourrissent de grands espoirs quant à la réalisation du barrage hydroélectrique de Koukutamba. En tout cas, la population de Tougué se mobilise pour accompagner ce projet, comme nous le témoigne ce reportage de Amadou Dantégué Baldé dans un commentaire de Habib Djama. Le projet du barrage hydroélectrique de Koukutamba est très attendu dans la préfecture de Tougué. Pour cette préfecture située à 85 km de l'Abi, il s'agit d'une opportunité de développement à saisir à tout prix. Je vais rêver d'avoir cette cohésion, cette mobilisation sociale il y a plus de 40 ans. Nous avons raté la construction du barrage de Koukutamba qui avait été programmé en 1976. Avec les Yougoslaves. Ils sont venus, Energo Project, ils ont commencé la construction du barrage de Koukutamba en 1976. On ne sait pas comment ce chantier a été arrêté. L'engouement suscité par ce méga projet traduit les énormes avantages que pourraient tirer les populations à travers sa réalisation. En plus de l'électricité, le barrage va faciliter les projets d'exploitation minière, d'aménagements agricoles et favoriser la création d'entreprises locales. Au niveau préfectoral, tous les sacrifices sont consentis pour accompagner sa réalisation. C'est non seulement l'électrification domestique, mais surtout la transformation de la bauxite, la réserve de bauxite de Tougué, qui est estimée, en prenant l'ensemble de la Guinée, les 3 quarts sont avec une teneur appréciable. Le barrage hydroélectrique de Koukutamba sera l'un des plus grands investissements du professeur Alpha Condé. Ce projet intégrateur à dimension sous-régionale va accélérer le changement à Tougué et Dingiraye. Célébration de la journée internationale de la jeune fille à Farana, une opportunité pour les filles de défendre leur cause et réclamer leurs droits dans la vie active. La journée a été commémorée sous le thème « Les jeunes filles sur le chemin du progrès est fondamental pour être une bonne mère de demain ». Au Moutouré, Moussa Bangoura, reportage. Un carnaval pour célébrer la journée internationale de la jeune fille dans la région de Farana. L'exercice part de la place des Martyrs pour la maison des jeunes de la ville. L'occasion pour les décideurs de passer en revue les préoccupations de la jeune fille. Nous profitons de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès de tous les décideurs, acteurs et parents intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance pour le respect et de nos droits. Pour cela, j'invite tout un chacun à l'accomplissement de cette noble mission qui préoccupe aujourd'hui le gouvernement du professeur Alpha Condé. Depuis 2007, l'ONU, à travers ses démembrements, lutte contre les discriminations faites aux filles à travers le monde. Produire des changements positifs dans la vie des filles. Notre institution demeure engagée à promouvoir leurs droits à plusieurs niveaux, individuels, social, communautaire et institutionnel. Nous souhaitons que tous les crimes perpétrés à l'endroit des filles soient éradiqués, que les filles ne soient plus les cibles de tous les comportements objets masculins et sociétaux, que le 21e siècle soit celui des filles. Nous profitons de l'occasion, inviter tous les acteurs à travailler dans la synergie pour créer l'opportunité pour les filles de s'impliquer là où traditionnellement elles ne sont ni entendues ni vues. Farana est la région pilote pour cette journée célébrée en différé. Le thème choisi cette année est les jeunes filles sur le chemin du progrès est fondamental pour être une bonne mère de demain. Toujours dans l'actualité de chez nous, l'ONG humanitaire One Child, One Chance entendait un enfant, une chance à procéder à la remise d'un lot de fournitures scolaires aux enfants démunis du centre d'Imakanen et la Cité de la Solidarité. Ce geste louable vient de répondre à une préoccupation des bénéficiaires. Seydou Bandjaï. Après 3 semaines de la rentrée scolaire, les enfants démunis des centres d'Imakanen et de la Cité de Solidarité bénéficient d'un don de fournitures scolaires. Depuis l'ouverture, ces enfants sont confrontés aux problèmes de prise en charge de leur scolarisation.
Nous voulons donner à chaque enfant sa chance. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour donner ces fournitures scolaires. Suite à l'organisation de la Zumba que nous avons fait, nous avons pu récolter des fonds et aujourd'hui, il est de notre devoir de venir à l'orphelinat d'Imakane pour donner ces fournitures scolaires. Cet appui de cette ONG, bien qu'insuffisant, donne un début de solution aux préoccupations de ces enfants, pour la plupart orphelins. Cette année, une dizaine de pensionnaires du centre d'Imakane ne sont pas partis à l'école par manque de moyens. Je les remercie beaucoup. Ce qu'il fait, ça nous plaît. C'est les besoins des enfants. Avant, c'est la communauté Santé Isidro qui payait notre école des enfants. Depuis 2000, on est ensemble. Ce soutien donne la chance à certains enfants du centre d'Imakane et la cité de solidarité de reprendre le chemin de l'école. Dans l'actualité également, célébration à Conakry en différé de l'anniversaire de la reine d'Angleterre Elisabeth II. L'événement s'est tenu à l'ambassade de Grande-Bretagne en Guinée, une fête traditionnelle mise à profit pour apprécier la coopération entre Conakry et Londres. Fatima Diallo était de la partie, suivez son compte rendu. À Conakry, l'ambassade de la Grande-Bretagne a célébré le 90e anniversaire de la reine Elisabeth II. Une célébration qui intervient au moment où le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne. La reine Elisabeth II occupe le 40e rang des souverains d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Cette ambassade est ouverte ici à Conakry depuis 2003. Mais le contact britannique avec la Guinée remonte bien plus loin, au début des années 1800, lorsque les premiers missionnaires anglicans sont arrivés ici. Et la cathédrale anglicane et les communautés anglicanes à travers la Guinée sont des témoins évidents. Aux côtés de la diplomate britannique, les ambassadeurs accrédités en Guinée, les partenaires au développement et les hauts cadres de l'administration guinéenne ont partagé les moments forts de cette traditionnelle fête. La République de Guinée, tirant les leçons de la longue histoire de notre coopération bilatérale, souhaite voir celle-ci se diversifier, ses mécanismes renforcés et ses perspectives élargies qui ouvriront pour les autres secteurs de nouvelles pistes de coopération et d'échange. C'est dans cette optique que nous inscrivons notre coopération bilatérale et nous attendons avec espoir la délégation commerciale britannique annoncée pour le mois de novembre de cette année. Nous apprécions le travail de proximité que vous faites par de nombreux déplacements à l'intérieur du pays pour constater les réalités guinéennes. C'est l'orchestre Afro-Groove de Maître Paris à travers une prestation qui a assuré l'animation de cet événement à la gloire de Elisabeth II. Tenu cette semaine à Conakry du 4e congrès de l'Ordre national des médecins de Guinée, il était question de renouveler les organes du bureau national en vue d'une meilleure réglementation de la profession. Le mandat du bureau sortant a été prorogé d'un an pour organiser le congrès électif du prochain bureau de l'Ordre des médecins. Sorry de Kera nous signe ce reportage. Le bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins de Guinée a été mis en place depuis le 14 juillet 2004. 12 ans après, les bureaux des sections préfectorales et régionales ainsi que le bureau exécutif du Conseil national se retrouvent pour le renouvellement des différents organes. Après l'adoption du rapport d'activité, le bureau sortant est reconduit pour une période exceptionnelle d'un an avec des tâches bien précises. On a partagé avec nos collègues qui sont venus de l'intérieur et ceux qui sont à Conakry sur le fait que nos textes sont dépassés. Donc ma première mission sera d'actualiser les textes et de se conformer aux textes qui existent au niveau de la sous-région et harmoniser avec les textes des grandes associations auxquelles on est membre, comme la conférence francophone de l'Ordre des médecins. Le bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins de Guinée est issu des deux sections des médecins du public et du privé.
À ce 4e congrès national, le constat révèle que la pratique médicale devient de plus en plus variée et non conforme aux normes standards de la profession. L'objectif premier du gouvernement est d'opérer des refontes du secteur avec à la clé la formation continue des ressources humaines. Nous avons chargé le Conseil national qui est reconduit et rendu légitime aujourd'hui de commencer à gérer les problèmes que le Conseil normalement gère conformément à ses attributions. Vous savez que le Conseil national de l'ordre des médecins a une compétence réglementaire, une compétence administrative et une compétence juridictionnelle. Donc il faut que ce Conseil joue pleinement ce rôle. La dernière organisation professionnelle de la santé après l'ordre des chirurgiens dentistes et celui des médecins est l'ordre national des pharmaciens de Guinée. Le renouvellement des organes du bureau de cette autre corporation médicale est prévu très prochainement à Conakry. Sans transition, parlons du bec de lièvre ou encore les fentes labiales. C'est une pathologie qui entraîne la malformation de la lèvre supérieure. Pour réduire le taux de mortalité de la maladie, la prise en charge chirurgicale gratuite vient d'être lancée. Elle est assurée par le ministère de la Santé à travers le service chirurgie faxillo-faciale de l'hôpital d'Onka à Diatoubari. Elle est communément appelée bec de lièvre et touche de nombreuses personnes en Guinée. Pour l'heure, aucune étude n'est en cours pour déterminer le taux d'incidence de cette maladie. Au Kankamayenne, où est délocalisé le service de la chirurgie maxillofaciale de l'hôpital d'Onka, quelques malades attendent d'être consultés par les spécialistes. Dans les bras de sa mère, Maïmouna Silla, 7 mois, est la première patiente consultée. Quand on consulte l'enfant, on voit une absence de soudure entre les différentes berges de la lèvre, notamment supérieure. On observe aussi une dépression de l'aile du nez du côté où il y a la fente, une déviation de la cloison nasale. Et quand on ouvre la bouche de l'enfant, on voit que tout le palais est aussi fendu. Et donc il y a une communication entre la cavité buccale et la fosse nasale. Ce qui fait que l'enfant tête, quand l'enfant tête, le lait maternel va passer dans les fosses nasales et l'enfant risque d'inspirer ce lait-là dans les voies respiratoires. C'est ça le risque majeur. C'est ce qui entraîne aussi les décès chez ces enfants, ces nourrissons. Le bec de lièvre ou fente labio-palatine est une maladie congénitale. Sa prise en charge est uniquement chirurgicale. À l'issue de cette consultation gratuite, une trentaine de malades sont déjà programmés pour l'intervention. Elle commence mardi prochain et les chirurgiens guinéens seront assistés par ces 2 médecins italiens venus pour la circonstance. Nosotros utilizamos una técnica de cirugía qui corrige la fonctionnalité mais aussi l'esthétique. En général, très habilement, on traite ces cas-là. Dans 99% des cas, il n'y a pas de complications. C'est une hospitalisation, disons, de courte durée, de 2 à 3 jours. De los 2 a los 3 días. Cette campagne de traitement gratuit des fentes labio-palatines va s'étendre sur 1 mois. Durant cette période, ces chirurgiens comptent opérer plus de 100 personnes. Ces produits offerts par l'Italie vont contribuer à la réussite de l'intervention. Le ministère de la Santé s'engage dans le cadre de la sensibilisation et la mobilisation générale de tous pour que les patients soient nombreux à cette occasion. Cette prise en charge chirurgicale des fentes labio-palatines est la 2e du genre en Guinée. La première remonte en 2012 avec le bateau Mercy Ship. Après la phase médicale, les initiateurs de ce second projet vont se tourner vers la réinsertion de ces personnes guéries. Autre sujet, les rideaux sont tombés sur l'événement national dédié à l'univers de la mode. Le premier salon de ciseaux qui a duré 2 jours a fait de l'innovation dans la valorisation du textile guinéen. L'initiative est de l'Union des couturiers, stylistes et tailleurs de Dixine. Aboubakar Junior Camara et Oumou Touré nous font découvrir les tendances de ce salon. La première édition du Salon des ciseaux, c'est une organisation de l'ICROSTAD, entendez, l'Union des couturiers, stylistes et tailleurs de Dixine. Objectif, faire la promotion de la mode guinéenne.
Durant 2 jours, les participants issus d'horizons divers ont valorisé à travers leur création la tenue africaine de Guinée. Les meilleurs ouvriers dans le sous-région aujourd'hui, c'est la Guinée. Pourquoi la Guinée n'est pas dans les scènes internationales? Ensemble pour une couture mixte pleine de créativité et d'émotion est la toile de fond de l'événement. Le salon des ciseaux pour la mode guinéenne doit être pérennisé afin de préserver les acquis artisanaux, rappellent les organisateurs. Je lance un appel au nom de toutes les couturières et couturiers pour vraiment que l'État vienne en aide. Parce que vraiment, nous aussi, on peut beaucoup faire en Guinée, comme les autres pays. Par exemple, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, on peut le faire s'il y a une bonne soutenance. Nous venons pour accompagner ces tailleurs dans leur initiative. Nous conseillons à tous les jeunes de revenir à la source, c'est-à-dire s'habiller en africain et en guinéen. Donc tout ça, ça va valoriser notre culture et développer le pays. Pour accompagner les acteurs du secteur, le chef de l'État a initié le programme « Un tailleur, une machine ». Ici, à Dixine, les professionnels de la couture s'organisent afin de mieux tirer profit de ce projet très attendu dans la commune. Sport football, le Oroya Athletic Club a remporté la 57e édition de la Coupe nationale de football. Les rouges et blancs de Matam ont dominé l'AS Kaloum cet après-midi sur le score de 2 buts à 1 au stade du 28 septembre. Abdoulaye Diallo revient sur les temps forts de cette finale. C'est une équipe de l'AS Kaloum assez diminuée qui affronte son grand rival du Oroya AC. On assiste à un début de match timide entre les deux équipes. L'enjeu tue le jeu. Les 22 acteurs ont du mal à assurer les passes à 10. Et dans la foulée, Aboubakar Silla, Ianga de l'AS Kaloum, se procure la première occasion de jeu. Mais malheureusement, il loupe le cadre. Le Oroya AC se réorganise pour se frayer les chemins de but. Le salut viendra de Daouda Kamara, qui reprend le ballon repoussé par le gardien. C'est l'ouverture du score pour le Oroya à la 29e minute. C'est d'ailleurs le score à la pause. À la reprise, c'est à peu près l'image de la première période. Un quart d'heure après, Aboubakar Kili Bangoura corse l'addition en mettant le deuxième but. Avec ce score, l'ASK voit la coupe aller chez son adversaire. Mais les poulains de Denis Kouavec ne désarment pas, car à la 90e minute, Aboubakar Silla va profiter de la passivité défensive de Oroya pour réduire la marque à 2 buts à 1. Avec cette victoire, le Oroya AC fait le doublé cette saison. Championnat coupe et rejoint en même temps l'AS Kaloum sur le nombre de coupes remportées à 7 pour chaque club. C'est sur cette victoire du Oroya Athletic Club que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme en compagnie de la télévision nationale et bon début de semaine à tous. Bonsoir.